Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée évidemment à l'actualité du MotoGP. On aura deux petits sujets et ensuite on va pleinement voir donc cette première journée d'essai sur le circuit de Sepang pour cette saison 2024 du MotoGP. Ça commence à sentir bien bon la rentrée. On va donc directement commencer par une toute première actualité. Hier on a pu avoir la présentation du team Yamaha Usine avec la nouvelle livrée pour cette saison 2024. Et cette livrée, la voici. Et non, vous vous êtes fait avoir, ça c'était la livrée 2023, la livrée 2024, la voici. Oh, moi je suis vraiment un petit comique, hein. Bref, la livrée 2024, c'est celle-ci. Bon, vous avez compris, il n'y a pas de changement, hein. Clairement, on a une livrée qui est extrêmement proche. Ce qui était par contre intéressant, c'est pour ça aussi que je vous en parle, c'est que là, on avait par contre la moto 2024. Parce que oui, très souvent, et on a pu déjà le voir hein, avec les autres constructeurs, on peut avoir la moto par exemple de 2023 avec la livrée de 2024. Je crois que c'était par exemple le cas hein, pour la Ducati Usine qu'on a pu apercevoir il y a quelques jours. Pour Yamaha, c'est donc pas le cas. Et ça permet donc de voir quelques petits changements plus en détail, et ça je pense que c'était très intéressant. Alors, comme on peut donc le voir, on a ce sorte de Dunwich Duke hein, dans le bas du carénage qui a fait son apparition. On a ce petit aileron aussi hein, au milieu du carénage. Et il y a un petit détail qui est peut-être difficile à voir, mais l'arrière de la moto sera un petit peu plus haut. Voilà, bon, c'est des petits changements. Le changement majeur hein, pour l'instant de cette moto 2024, surtout du point de vue de l'aéro, c'est cet aileron avant hein, qui est plus long et qui surtout ondule beaucoup plus. Voilà donc les quelques informations qu'on a pu tirer de cette présentation du point de vue de la livrée pour conclure. Voilà, moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une très très belle moto. J'étais très content lors de la saison 2023, mais vous le savez, moi je suis partisan d'avoir des livrées qui évoluent un petit peu ou beaucoup chaque saison. Donc vous imaginez bien que même si cette livrée je l'aime beaucoup, je suis triste de voir que c'est une copie conforme hein, à celle de 2023. Pour deuxième actualité, avant de passer au test de Sepang, on va donc parler de la situation médicale de Franco Morbidelli. Si vous avez raté ça, il y a quelques temps, on a pu donc avoir des tests sur le circuit de Portimao. Franco Morbidelli, comme beaucoup d'autres pilotes Ducati, était donc présent et malheureusement, il a eu un accident. Alors, il est parti à l'hôpital. On a appris que globalement, il n'y avait pas de gros soucis pour le pilote italien. Mais du coup, on se demandait s'il allait être présent pour les tests de Sepang. Maintenant, c'est donc officiel. On préfère ne pas prendre de risques hein, pour Franco Morbidelli et il ne participera pas donc au test de Sepang. Mais on a aussi donc appris qu'il va devoir avoir 3 semaines de repos et il ne participera donc pas aussi au test du Qatar qu'on va donc avoir juste avant le début de la saison 2024. Donc comme j'ai pu vous le dire, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de très gros soucis médical pour Franco Morbidelli. Tant mieux, il lui faut du repos, il faut qu'il se remette tout doucement. Mais c'est vrai que sportivement, c'est un sacré coup dur hein, pour l'Italien, lui qui découvre hein, la Ducati, il faut pas l'oublier. Il a quitté Yamaha, il a rejoint donc Ducati, il a besoin de temps sur cette moto. C'est une nouvelle aventure et c'est sûr que rater les tests de Sepang et aussi du Qatar, c'est loin d'être une situation facile pour lui. Et pour continuer, on arrive donc au cœur de cette vidéo. On va parler de cette première journée d'essai sur le circuit de Sepang. On a pu donc retrouver tous les pilotes officiels. Ça fait vraiment plaisir. Ces essais qui sont extrêmement importants pour continuer hein, le développement donc des différentes motos. Mais surtout, on peut commencer à voir hein, les niveaux de performance de tous les constructeurs, de tous les pilotes et de toutes les équipes. Et ça faisait vraiment plaisir. Enfin, le MotoGP commence à revenir. Bref, on a pu voir beaucoup de choses intéressantes. Mais je tiens quand même à dire que du point de vue des nouveautés techniques, lors de cette première journée, on n'a pas vu non plus grand chose de totalement révolutionnaire ou innovant par rapport à ce que l'on a pu voir lors des 3 jours du shakedown. Alors justement, si vous avez raté cette vidéo, j'ai fait justement une vidéo sur le shakedown où je vous montre toutes les nouveautés qu'on a pu avoir de tous les différents constructeurs. Là, pour ce débrief de cette première journée, je ne parlerai que des choses un peu nouvelles ou de quelques nouvelles informations qu'on a pu avoir. Je ne vais pas revenir sur tout ce que l'on a pu déjà voir lors de la vidéo du shakedown. Et pour commencer, on va donc justement parler de KTM. On n'a pas eu de grandes nouveautés lors de cette première journée par rapport à ce que l'on a déjà vu lors du shakedown. Par contre, on commence à avoir quand même, je pense, l'impression hein, que KTM va bien choisir un châssis en carbone pour le futur, pour les prochaines saisons en MotoGP. On a pu par exemple voir le rookie hein, Pedro Acosta travailler sur ce châssis en carbone. Alors travailler pas dans le développement bien sûr, mais en tout cas travailler pour faire des nouveaux chronos, pour s'adapter à sa MotoGP mais aussi à ce châssis. Donc ouais, ça donne l'impression quand même que KTM va réellement s'orienter là-dessus pour l'avenir. À noter hein, qu'on a aussi par exemple Aprilia hein, qui s'y met à ce châssis en carbone et qui avait travaillé dans la fin de saison 2023 là-dessus. Il faudra voir s'ils vont
continuer dans ce début de saison 2024. Alors justement, le rookie Pedro Acosta a été une nouvelle fois impressionnant lors de ses essais de Sepang, en signant donc le deuxième chrono. Il a fait 1,58.220, un très bon chrono pour l'Espagnol. Il faut quand même rappeler qu'il a été un poil moins rapide que lors du shakedown, lors de la troisième journée de ce shakedown, où il avait là réalisé 1,58.189. Mais c'est donc en tout cas dans l'ensemble un très bon chrono, parce qu'en 2023, le meilleur tour après la troisième journée lors de ces tests de Sepang, c'était Luca Marini en 1,57.889, et la pole position à Sepang de la saison 2023, c'était 1,57.491. Bref, Pedro Acosta continue d'impressionner, il continue de faire des chronos extrêmement rapides, et j'ai hâte de voir quelle va être l'évolution lors du jour 2 et du jour 3. Une petite information aussi sur le pilote usine de chez KTM, Jack Miller. On a donc appris qu'il s'est malheureusement fracturé la main lors de cette pause hivernale. Donc pour commencer cette saison 2024 avec ses essais de Sepang, le pilote australien n'était pas au top de sa forme, clairement. Alors je tiens juste rapidement à dire que comme pour le shakedown, si vous voulez voir les chronos et le classement final de cette première journée, ça sera à la fin de ce sujet. Là je préfère enchaîner avec les nouveautés et toutes les choses qu'on peut dire sur les différents constructeurs. Et justement, passons donc maintenant à un autre constructeur européen, c'est Aprilia. On va revenir sur une pièce qu'on a pu voir lors du shakedown, c'est ce nouveau aileron arrière qui est très particulier. Je ne sais pas comment on peut le nommer, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu avoir de nouvelles photos, par exemple donc de Simon Patterson, et on voit cet aileron arrière vu de derrière justement, et on peut se rendre compte à quel point cette pièce, parce que c'est toute une énorme pièce, est totalement différente que ce qu'on a pu voir par le passé en MotoGP. D'un point de vue général, Aprilia a apporté quelque chose de totalement innovant. Alors la question maintenant qu'on peut se dire, c'est est-ce qu'on va aller placer un vrai aileron arrière au-dessus de cette toute nouvelle pièce? En tout cas, on a pu voir des tests sur la moto de Miguel Oliveira. Voici ce nouveau aileron arrière. Alors attention, je rigole bien sûr. On a évidemment là quelque chose de totalement particulier. Ce sont des capteurs. Apparemment, c'est connu sous le nom de tube de Pitot, et ça permet évidemment de mesurer des données par rapport à l'aéro. Alors possiblement pour essayer de concevoir un nouveau aileron sur cette Aprilia, mais on voit qu'une nouvelle fois en MotoGP, on apporte de plus en plus de choses nouvelles pour améliorer tout ce qui touche à l'aéro, et évidemment ça rappelle ce qui se passe en Formule 1. On va donc maintenant passer à Ducati. Du point de vue des nouvelles innovations techniques, il n'y a pas non plus grand chose de totalement nouveau par rapport au shakedown, mais on a pu quand même apercevoir un Michele Pirro, tout d'abord donc aux couleurs du team Pramac, parce que Morbidelli n'est pas présent, mais surtout il avait donc un carénage différent de l'année dernière, mais surtout différent du shakedown. Alors justement, ce carénage du shakedown, rappelez-vous, on avait la partie basse qui ressortait, mais aussi un petit peu la partie haute, et là on a l'impression que c'est totalement l'inverse. On a la partie basse qui reste, on va dire, normale, entre guillemets, comme la partie haute, et c'est plutôt le milieu qui ressort, un carénage très particulier. On peut voir aussi ces petites ailettes en bas de ce carénage, bref, assez particulier. Clairement, chez Ducati, on fait des tests. A noter donc que celui qui a été le plus rapide de cette première journée est justement un pilote Ducati, c'est Jorge Martin, avec un très beau chrono, 1,57.951. Je vous rappelle encore une fois que le meilleur tour de l'année dernière lors de la troisième journée des tests c'était 1,57.889. Bref, Jorge Martin a en plus réalisé ce tour vraiment très rapidement. Bon, lui, il semble déterminé une nouvelle fois à rouler extrêmement vite lors de toutes les journées. Par contre, on a eu quelques petits problèmes. Tout d'abord, au début de la séance, on a eu la chute de Francesco Bagnaia, et surtout, on a eu beaucoup de problèmes mécaniques pour Marc Marquez. Alors, on a pu voir ici et là qu'apparemment aussi Marquez avait fait sa toute première chute avec la Ducati, mais d'après ses propos, non, c'était pas une chute, c'était encore un problème mécanique. Bref, dans tous les cas, il a pu quand même bien travailler, il a eu le temps, c'est 8 heures d'essai quand même, une journée ici à Sepang, donc Marquez a eu le temps quand même de pouvoir faire de bonnes choses, mais la journée a été clairement entachée par tous ces problèmes mécaniques. Marquez a en tout cas déclaré qu'il continuait donc de s'adapter à cette Ducati, qui voyait déjà les grosses différences sur ce circuit de Sepang. Il ne faut pas oublier qu'à Sepang, c'est pas un circuit où la Honda fonctionnait très bien, et surtout c'est pas un circuit où Marc Marquez était très performant. Donc là il attendait clairement de voir ce que ça allait donner avec la Ducati, s'il allait se sentir mieux. On sait que la Ducati fonctionne très bien à Sepang, et Marquez l'a confirmé, oui c'est mieux, il y a de bonnes choses, surtout du point de vue des chronos, on a pu déjà l'apercevoir, parce que Marc Marquez lors de la troisième journée des tests 2023 sur la Honda avait réalisé 1,58.666, et là dès du coup cette première journée de test de Sepang en 2024, il a réalisé 1,58.621. Il a déjà fait un petit peu mieux que son
son temps de la saison 2023 sur la Honda, ça démontre que Marquez s'adapte bien et il faudra surtout voir son évolution au cours des 2 dernières journées qui suivront. Allez, maintenant pour terminer, on va donc passer aux 2 constructeurs japonais et ça va peut-être vous faire bizarre, mais je n'ai que du positif. Oui, c'était une première journée. Vous avez compris que pour les constructeurs européens, on a le sourire, ça se passe bien, mais c'est aussi le cas pour les constructeurs japonais et ça, je suis bien content. Tout d'abord, pour Honda, on a récemment appris avec les propos de Johann Zarco qu'apparemment, d'après lui qui a donc testé la Honda 2023 et la Honda 2024, que ce nouveau prototype 2024 est tout simplement 7 dixièmes plus rapide que celui de 2023. Et on n'est qu'au début de ce nouveau prototype. Et pour continuer avec des déclarations assez positives, son coéquipier Takahaki Nakagami a déclaré ça. Après le shakedown, nous avons eu une grande réunion avec 4 pilotes, Stéphane et les ingénieurs HRC, pour échanger des informations et discuter. C'était la toute première fois depuis que je suis passé en MotoGP en 2018. De toute évidence, quelque chose est en train de changer chez Honda. Alors petit résumé assez rapide qui continue d'être dans la lignée de ce que l'on a pu voir par le passé, mais Johann Zarco, en tout cas, d'après ses propos, nous dit que pour l'instant, ce prototype 2024 est pratiquement 7 dixièmes plus rapide. Ça semble donc extrêmement positif. C'est le même son de cloche pour tous les autres pilotes Honda. Et avec les propos aussi de Takahaki Nakagami, on a l'impression que du point de vue de comment est géré aujourd'hui Honda en MotoGP, et bah ça y est, on a donc amorcé un véritable changement. J'ai envie de vous dire, enfin. Et je commence à avoir de beaux espoirs pour la saison 2024. Alors, il ne faut pas se chauffer, il ne faut pas commencer à penser à des victoires, des top 5 ou quoi que ce soit, vous l'avez bien compris. On n'est qu'aux prémices de toute cette nouvelle histoire, de cette nouvelle aventure, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a vraiment de belles choses et il ne faut pas l'oublier. A noter aussi que dans les box du HRC, on a pu voir Alex Baumgartner, j'espère que je le prononce bien, qui est donc le concepteur des Moto 2 Kalex. Rappelez-vous, Honda avait déjà sous-traité des pièces par Kalex et donc je pense que sa présence ici n'est pas pour rien, sûrement qu'il va essayer peut-être d'aider Honda. On nous a déclaré qu'il était apparemment du coup là pour une mission de conseil. Donc à voir comment cette histoire évoluera. Mais encore une fois, chez Honda, on continue de changer un peu sa façon de faire. On n'est pas uniquement dans une technique japonaise. On fait aussi venir des Européens au plus proche clairement de la conception de cette moto 2024. Et j'ai envie de dire, tant mieux, c'est ce qu'il faut pour concurrencer les Européens. Et je termine par quelque chose qui va sûrement confirmer les dernières rumeurs. On a déjà parlé dans une précédente vidéo qu'on va sûrement avoir des changements du point de vue des sponsors. Repsol qui pourrait avoir moins d'importance sur la moto 2024 et surtout on pourrait avoir le départ de Red Bull, et bah ça on peut le retrouver justement sur la Honda 2024. Regardez, on retrouve plus le grand Repsol écrit en gros, c'est maintenant Honda et justement Repsol est en plus petit en bas du carénage et surtout on voit la disparition de Red Bull. Regardez par exemple la Honda 2023, on avait bien le Red Bull, c'était Honda qui était en petit et on avait Repsol en grand. Tout ça vient donc bien nous confirmer qu'en 2024 Repsol va avoir moins d'importance du point de vue du sponsoring sur cette moto et qu'on devrait aussi avoir malheureusement la disparition de Red Bull. Bon, alors c'est sûr que je termine cette parenthèse Honda par une mauvaise nouvelle, mais je pense que c'est quand même important de se rendre compte aussi de ce qui se passe du point de vue du sponsoring du constructeur japonais. Mais dans l'ensemble, il y a plein de bonnes choses, on a le sourire et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer du point de vue des chronos. Très hâte de voir. Et on arrive donc au tout dernier constructeur de cette vidéo, Yamaha. Et oui, comme vous avez pu l'entendre précédemment, j'ai aussi beaucoup de positifs. On va donc se voir quelques nouveautés, un nouveau aileron arrière, on va reparler de vitesse de pointe, mais surtout on va voir les propos de Fabio Quartararo qui avait lui aussi le sourire. Alors tout d'abord, voici le nouveau aileron arrière qu'on a pu retrouver sur cette Yamaha et avec cette photo, vous pouvez aussi mieux vous rendre compte à quel point l'arrière de la moto est plus haut, comme j'ai pu vous le dire lors de la présentation 2024 au début de cette vidéo. On a vraiment un arrière aussi qui a été remodelé sur cette Yamaha, mais justement on a aussi cet aileron arrière qui est un petit peu différent. On dit que c'est ces ailerons arrière bac à salade si je me trompe pas. Bon, moi j'appelle ça cage de but, clairement. J'appelle ça cage de but. Alors du coup, on a un aileron apparemment qui est un petit peu plus petit et qui est un petit peu redesigné du point de vue, on va dire, des courbes de cet aileron. Bon, il n'y a pas grand chose pour l'instant de totalement fou avec. Faudra voir si ça fonctionne ou non. En tout cas, Yamaha travaille. Alors c'est vrai qu'on avait une autre aussi grosse interrogation. Qu'est-ce que va donner ce premier moteur fait par les équipes de Luca Marmorini, qui est donc un Européen. Yamaha continue aussi de développer sa façon de faire. On essaie aussi de faire en sorte que des Européens travaillent sur la moto. Et justement, ce moteur semble être vraiment très intéressant. Ce nouveau moteur semble être très intéressant.
intéressant. Lors du shakedown, il faut se rappeler qu'on avait pu avoir une très grosse vitesse de pointe pour Fabio Quartararo, 339,7 km/h. Lors du week-end de Sepang 2023, la meilleure vitesse de pointe de Fabio, c'était 331,2. Rendez-vous compte, on a pratiquement plus de 8 km/h de plus. C'était une sacrée bonne nouvelle. Lors de la troisième journée, Fabio Quartararo avait une nouvelle fois fait 339,6 km/h comme meilleure vitesse de pointe. Bref, on était assez positif donc sur ce nouveau moteur. Et c'est encore le cas donc lors de cette première journée de Sepang avec une meilleure vitesse de pointe de 335,4 km/h. A noter que le pilote français a donc la deuxième meilleure vitesse de pointe de cette première journée. En plus rapide, on retrouve la KTM ou encore la Ducati avec 336,4, mais l'écart est très proche. Alors encore une fois, je tiens quand même à rappeler qu'on ne connaît pas les conditions réelles dans lesquelles Fabio Quartararo a donc réalisé cette vitesse de pointe. Peut-être que Fabio Quartararo est sorti différemment du virage juste avant, peut-être que Fabio Quartararo a freiné beaucoup plus tard dans le virage qui suit la ligne droite. C'est compliqué de savoir. Mais ce que l'on peut voir avec le shakedown et lors de cette première journée d'essai, c'est que ça va beaucoup plus vite. Je sais que certaines personnes se diront peut-être pourquoi lors du shakedown aussi il était plus rapide que lors de cette première journée. Déjà peut-être que Fabio a piloté différemment. Il ne faut pas non plus oublier les conditions météorologiques. Peut-être qu'il y avait du vent dans la ligne droite, ce qui a aidé Fabio lors du shakedown. Ce qu'il faut noter, c'est se comparer aux autres. Par exemple, lors du shakedown, on avait une KTM qui était à 341 km/h. C'est la KTM de Pol Espargaro. Là, on voit que même la KTM aussi est moins rapide avec Pedro Acosta. Je pense que peut-être que les conditions étaient différentes de cette première journée de Sepang. Mais voilà, ce qui est important de noter, c'est que Fabio Quartararo est deuxième meilleure vitesse de pointe. Et ça, ça peut amener beaucoup de choses positives. Et c'est justement ce que l'on va voir avec ses propos. Alors je vous préviens, il y en a pas mal. Du point de vue donc de ce nouveau moteur, il a déclaré: plus rapide, oui. Pour le moment, je suis content. Le moteur est meilleur que l'an dernier, mais on n'utilise pas encore tout le potentiel de la moto. Je pense que le caractère est trop agressif. Le moteur nous apporte un peu en sortie de virage, mais il est tellement agressif que la moto bouge énormément. Je compense un peu avec mon style de pilotage, mais pour aller vite comme Martin sur un tour, il faut vraiment utiliser toute la performance du pneu. En ce moment, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Il va falloir trouver cette solution pour avoir une meilleure sortie, mais ils ont vraiment bien travaillé sur le moteur. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur l'électronique pour essayer de trouver la meilleure manière d'utiliser notre moteur. Comme vous pouvez donc le voir dans cette première partie de déclaration, on a un Fabio Quartararo content qui voit enfin un moteur qui semble bien mieux fonctionner, mais en même temps ça amène d'autres soucis. On a un moteur qui est plus agressif et c'est vrai que quand on entend ce genre de propos, on a quand même l'impression que tout doucement cette Yamaha est de moins en moins réellement une Yamaha. On sait que déjà elle a perdu beaucoup de son agilité, de son accélération et de sa facilité dans les courbes, et plus on avance, plus on a l'impression que finalement on parle plus réellement d'une Yamaha. Il faudra voir évidemment comment le constructeur japonais fera évoluer sa moto au cours de l'année, surtout avec ses nouvelles concessions. Mais voilà, point positif, on a quand même un moteur qui envoie des watts. Maintenant, il va falloir trouver avec l'électronique et peut-être aussi l'aéro le juste milieu pour pouvoir l'utiliser à 100%. Sur le nouveau package aérodynamique, il a justement déclaré: c'est bien, c'est un step qu'on avait à Valence, c'était un peu différent, mais tout est mieux sur l'aéro. Je pense qu'au Qatar, on a encore un autre step. Il continue ensuite en disant: pour se battre pour la victoire, ce n'est pas assez. Mais il y a une grande différence entre être dans le top 10 et se battre pour le top 5 dans beaucoup de courses. Je pense que là, on est dans ce moment où on a un bien meilleur potentiel que l'an dernier. Mais on n'a pas encore une moto pour gagner. On travaille dessus. Je pense que la manière de travailler qu'on a maintenant dans le team avec Max, le nouveau directeur technique, et Marco qui s'occupe donc de l'aéro, ça n'a rien à voir. Et c'est quelque chose de bien pour Yamaha. Et justement sur ce nouveau staff et ces changements de mentalité, il a déclaré: j'aime ça, on a essayé quelque chose au shakedown qui aurait dû nous donner du potentiel pour être plus rapide, mais on a eu des soucis techniques et Max a dit: on n'abandonne pas, on doit trouver une solution pour que cette pièce fonctionne, et on l'a fait. L'an dernier, les ingénieurs japonais auraient dit: trop risqué, on écarte. C'est la mentalité, on doit vraiment jouer avec la limite pour y arriver. On a essayé des choses jamais essayées dans le passé. Alors pour conclure, Fabio Quartararo a quand même rappelé un point sur lequel il doit vraiment progresser, c'est l'électronique et le grip de la moto, parce que pour l'instant il y a des situations où c'est assez compliqué, et apparemment c'est la même chose pour le nouveau venu Alex Rins, mais
dans l'ensemble, avec ces déclarations, c'est tout comme pour ce que je vous ai dit pour Honda. Il ne faut pas parler de victoire, il ne faut pas attendre que Yamaha va peut-être jouer le titre de champion du monde. Pour l'instant, on n'en sait rien, c'est trop tôt, mais on a vraiment des ondes qui sont positives. On voit des choses vraiment qui sont très bonnes, qui sont en train d'être mises en place. On voit que de plus en plus, on essaie de prendre la technique des Européens, la façon de faire européenne pour améliorer la situation. Je crois aussi que maintenant, ceux qui s'occupent de l'aéro de cette moto sont aussi des Européens, si je ne me trompe pas. Donc bref, dans l'ensemble, chez Yamaha, il y a de très très bonnes nouvelles, il faut le noter. Peut-être que ça ne sera pas encore suffisant pour arriver parfaitement à jouer devant d'une manière voilà, régulière tout le long de la saison, mais on travaille bien, il y a de bonnes nouveautés, il y a des choses positives, ça semble pour l'instant aussi fonctionner parce qu'on voit de très belles choses chez Yamaha. Bref, j'ai le sourire. Et justement, ça se retrouve aussi du point de vue du chrono. Alors on arrive maintenant à ce classement final. Je tiens quand même à rappeler que les chronos ne veulent pas tout dire lors des journées de Sepang. Même si c'est Sepang, des pilotes développent, d'autres essayent de pousser, donc voilà. Mais ça permet quand même d'avoir une idée. Et on a pu avoir donc un Fabio Quartararo performant à la 3e position avec un chrono de 1:58,228. C'est un petit peu mieux que ce qu'il a réalisé lors du shakedown. Bref, dans l'ensemble, il y a donc beaucoup de positifs. Je vous laisse donc mettre pause si vous voulez voir le résultat de tous les autres pilotes de cette saison 2024. Donc voilà, en tout cas pour moi, on arrive donc à la fin de cette première vidéo sur ces essais de Sepang. J'espère que dans l'ensemble, elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je ne sais pas si on se donne rendez-vous demain pour le jour 2 de Sepang. Ça dépendra des nouveautés et des possibles changements qu'on pourra avoir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo avec du contenu concret et pas juste vous dire Fabio maintenant il est 2e ou je sais pas, Marquez il est 6e. Voilà, s'il y a des nouveautés, on aura une vidéo sur le jour 2. Sinon, on se retrouvera donc pour le jour 3. Bref, bah voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.